Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Modern Talk. J'espère que vous avez pris l'habitude de suivre cette nouvelle émission du Monde Moderne. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit cœur en dessous et partager. Aujourd'hui, on va parler police, bavure policière, violence policière, malaise dans la police. On va parler de toute forme d'histoire de cette merveilleuse institution qu'est la police nationale avec un ancien fonctionnaire de cette haute institution. Je sens que ça part bien. Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police. Bonjour. Et Jimmy Dalidou, militant responsable syndical CGT. Vous avez l'habitude déjà d'échanger au micro d'autres médias. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce problème du maintien de l'ordre, si on peut encore appeler ça comme ça. On a vu les images de Sainte-Soline où les gendarmes, alors là, c'était pas les policiers, c'était les gendarmes, avaient des mots quand même qu'un gendarme ne devrait pas utiliser. Tue-les, il rigolera moins quand on aura visé les couilles. Dans la tête, du reste, c'est vrai. Mais on rigole moins. Est-ce que c'est du maintien de l'ordre de viser des parties ou d'arracher des yeux? Tout ça, évidemment, fait peur. On a vu un commissaire de police sortir son arme et mettre en joue un agriculteur à Auch. Bref, beaucoup d'histoires, de faits, sans compter bien sûr les nombreux blessés du mouvement des Gilets jaunes, qu'on n'oublie pas, les gueules cassées et blessés pour l'exemple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème dans la formation, dans la théorie du maintien de l'ordre, la doctrine, pour qu'on en arrive à ces violences? Plutôt l'encadrement. Ou l'encadrement. Oui, alors, petite précision quand même, j'ai fait de l'humour noir, très noir, par rapport à ce que tu as dit précédemment, mais oui, ça pose un sacré problème, parce que depuis maintenant quelques années trop longues, on assiste à une décomplexion totale de l'action, notamment en maintien de l'ordre. Parce que la politique veut, depuis une bonne vingtaine d'années, que l'essentiel des efforts politiques, on va dire globalement stratégiques, à la destination des modules d'emploi de la police est tourné vers le service d'ordre, le maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre est une stratégie de protection du pouvoir et non pas de la protection des individus, de l'opinion publique, appelons ça comme on veut. Et ça pose, de mon point de vue, un vrai problème. Moi, je vais quand même préciser que je suis inspecteur de formation. C'est-à-dire que ma formation de base, c'est l'enquête, c'est l'investigation, c'était travailler en civil. Et on y reviendra probablement, j'espère. Et donc, de fait, pour arrêter, entre guillemets, les méchants. C'était mon ambition quand je suis rentré dans cette institution. Or, on voit bien que depuis Sarkozy, donc d'une vingtaine d'années, l'accent a essentiellement été mis sur la voie publique, le chiffre, dans un premier temps, et là, plus récemment, donc avec Emmanuel Macron, la répression de toute forme d'opposition sociale. Et dans ce cadre-là, on l'a vu avec Didier Lallement notamment, et avec donc les premiers ministres, parce qu'il n'est pas tout seul, Didier Lallement, quand même. Ni Macron n'est tout seul. Il y a ces différents premiers ministres et ces ministres de l'Intérieur ont totalement orienté la répression des manifestations avec l'idée de faire mal. C'est-à-dire dissuader quelque expression sociale qui aille à l'encontre des programmes politiques de ces gouvernants. En oubliant au passage, pour ceux qui justement ont ces paroles plus que douteuses, tire-lui dans les couilles ou fait du mal, ou on va les calmer, tout ça, en oubliant que ces individus-là ont une responsabilité pénale personnelle, et j'insiste là-dessus. C'est bien gentil de dire « Ah ben oui, mais moi, ça a été le grand argument pendant des grands procès historiques. J'ai reçu des ordres, je n'ai fait qu'obéir à des ordres. » Sauf qu'il y a un code pénal, un code de déontologie, et que ces essais, ces bouquins, cette loi donne pour ordre, par contre, à tous ces individus de ne pas respecter un ordre, qui serait illégal, et dont la mauvaise application engendre leur responsabilité. Donc on ne peut que le condamner, tout simplement. Jimmy, oui, donc ça pose plusieurs choses. Pour répondre à la question, ça pose un problème de malaise, oui. Oui, plusieurs choses. Je pense que là, il y a un véritable problème dans le sens où là, il y a une milicisation de la police nationale. Et je pense que... Alors, je vais balayer d'un revers de la main cette question qui consiste à se dire, vous savez, je suis insurrectionnaliste, je suis militant depuis plusieurs années. Est-ce que nous avons besoin d'une police? Oui. Mais nous avons besoin d'une police républicaine. Et je pense que nous sommes il y a un gros problème, c'est que la police a été... Je pense qu'il y a un problème idéologique dans la police. Je pense que la police est devenue une milice. Elle est soit utilisée comme une milice ou une garde prétorienne. Je prends deux exemples. Lorsque Nicolas Sarkozy rentre en prison en octobre 2025,
Est-ce que c'était dans le cadre d'un prérogative de la police d'aller le surveiller en prison, à la prison de la santé? Ils n'ont pas fait de leur propre initiative. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je finis juste ce que je disais, sur ordre de la présidence. Là, on voit bien que là, à ce moment-là, la police devient une garde prétorienne au service des puissants. Et dans un autre niveau, lorsqu'il y a des luttes sociales, par exemple, moi je suis responsable syndical, lorsqu'on organise des luttes sociales avec des revendications construites, orientées, et que nous essayons de mettre en exergue une lutte sociale d'une manière cohérente, d'une manière pacifique, on constate que la milice, les policiers nous tombent dessus, que la matraque ont tendance à utiliser la matraque d'une manière un peu trop facile, et nous savons qu'il reçoit des ordres politiques. Et à ce moment-là, la police républicaine devient une milice. Une milice au service d'une politique qui est la politique d'une classe sociale qui s'enrichit toujours plus. Et c'est là que ça ne va pas. Et je pense qu'il y a un gros problème parce que, en même temps, nous avons des oppositions politiques qui présentent la police comme étant, dans sa totalité, comme étant totalement imbibés par cette idéologie nauséabonde. Je pense notamment à ceux qui disent police tous fascistes. ACAB, ouais, par exemple. Ça, par exemple, c'est une grosse erreur. Parce que moi, je voulais vous dire, j'ai grandi dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ça fait 24 ans que je milite au service de la classe ouvrière et des couches populaires. Et je crois qu'il faut le dire. La classe ouvrière et les couches populaires, la majorité de la population française, donc, a le droit de vivre en sécurité. Bien sûr. Et donc, alors justement, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps. On dit quand il y a des agriculteurs qui sont mécontents, qui essayent de sauver leur emploi, là on voit des compagnies de CRS, de gendarmes, des blindés Centaures. Quand il est question de territoire perdu de la République, où c'est le trafic qui gère le quotidien des personnes, on n'en voit personne. Et là les gens commencent à le voir, commencent à hurler en disant mais c'est quoi cette police qui va pas là où il faut? Ouais, mais Alexis, on ouvre un chapitre là qui est très large. Pourquoi ? Mais... Parce que effectivement, le constat est totalement, il est indiscutable. On peut pas, il y a pas débat. Et moi, c'est le grand reproche que je fais justement à cette gauche, à la gauche française, qui a complètement délaissé ces pans entiers de la population. Il échappe à personne qu'il y a eu quand même entre Sarkozy et Macron, il y a eu un intermède. Il s'appelle Hollande. Que je sache, Hollande ne s'est pas fait élire avec l'image, l'estampille d'un homme de droite. On est bien d'accord. Et je fais partie de ceux qui ont combattu le sarkozysme parce que pour moi, il ne correspondait à aucune idéologie républicaine. Je me disais, avec quelqu'un qui se présente avec un costume rose, on va peut-être revenir à des valeurs, en tout cas à une vision de la police, non pas de proximité, parce que ça c'est un tort pour moi de parler de police de proximité, mais est-ce qu'il a utilisé comme terme, comme qualificatif, c'est-à-dire celui de police républicaine, ce qui pour moi sous-entend qu'elle est par nature justement de proximité, et deux, qu'elle a des résultats parce qu'elle s'attache à protéger les plus fragiles et les plus faibles. Et ça, c'est pour moi le fondement de toute police républicaine. Il n'y a pas de système politique dans le monde, à part chez les Indiens d'Amazonie, où il n'y ait pas de police. Ça n'existe pas. Il y a toujours des règles, et même d'ailleurs chez les Indiens d'Amazonie, il y a des règles de respect intracommunautaire. Donc ça n'existe pas. Concernant Nicolas Sarkozy, je pense que c'est vraiment, il y a eu véritablement un bon qualitatif qui s'est opéré à partir de Nicolas Sarkozy, parce qu'à partir de lui, la fracture entre la population et la police a commencé à se creuser là. Elle s'est aggravée. Et je pense qu'effectivement... Non, elle ne s'est pas aggravée. Elle a commencé, elle s'est vraiment inscrite parce qu'il n'y avait pas ce genre de relation. Et je pense qu'effectivement, il faut reconstruire un rapport. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a une rupture de confiance entre la population et la police. Et moi, je parlerai en tant que militant syndical. Je pense qu'à un moment, je parlerai aux policiers eux-mêmes. Finalement, si on analyse la situation concrète, le policier, le simple gardien de la paix, finalement, vit comme un prolétaire, en fait, au final. Souvent, les policiers, ils rentrent chez eux, ils ont des factures à payer. Et moi, je me dis... Souvent, c'est tout le temps. Mais je veux dire, à un moment, il faut que se pose la question. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est qu'est-ce qui pousse un policier, je pense par exemple à ces policiers dans les manifs, je pense aux gilets jaunes. J'étais moi-même un ancien gilet jaune. Et on voyait des gilets jaunes qui commençaient à utiliser la matraque d'une manière totalement incohérente. Et moi, je me disais... Les gilets jaunes, policiers. Ouais, les policiers, pardon. Et je me disais, mais attends, gars, tu vas rentrer chez toi, tu as des factures à payer. Mais pose-toi la question, en tant que policier, taper sur la population, finalement, est-ce que tu tapes pas sur l'intérêt général? Est-ce que tu tapes pas sur ton véritable employeur?
tu tapes pas sur ce que tu représentes, puisque taper sur la population, finalement, c'est un véritable problème en tant que policier. Oui, justement, c'est la question que soulevait Alexis. Justement, ce qui pose problème, c'est que, tu as cette rigueur de répression des manifestations, donc de l'expression populaire de masse, puisqu'on a quand même des manifestations avec 300 000, 100 000... la manifestation retraite, quand même. Oui, c'était colossal. Tous les syndicats, c'était encadré par les syndicats. Plus d'1 million. Et on a vu des violences policières, quand même, là aussi. Alors que c'était encadré par les services d'ordre. À l'époque contre la réforme des retraites aussi. Oui, contre je parle de ça. C'est ça qui est évoqué. Où on a vu des exactions commises par des Black Blocs. Oui, dont aussi les Black Blocs. Voilà, j'ai souvent dénoncé sur énormément de plateaux, y compris déjà à l'époque des Gilets jaunes sur des médias, ce qu'on appelle les médias mainstream. J'avais, en tant qu'ancien flic, justement, mis en relief l'étonnante, je dirais, bienveillance à l'égard justement de ces 10 Black Blocs, qui ne sont que très rarement interpellés, que tout le monde connaît, tous les services de renseignement les connaissent. Et on sait quand ils vont venir, on sait très bien ils savent où ils sont, de quoi il s'agit. On a l'impression que c'est un match un peu... Oui, non, mais c'est surtout un ballet, c'est très bien, c'est très théâtralisé. Quand on est un peu en retrait, on voit très bien comment ça se passe, parce que les seuls qui en prennent plein la gueule, il n'y a pas d'autre mot, c'est les manifestants qui, eux, n'ont strictement rien fait. Et on sait que ça répond, mais c'est vieux comme le monde. Je veux dire, les agents provocateurs, il y en a depuis que l'histoire est histoire. Fouché, Napoléon avait très bien compris ça. Napoléon avait une peur panique des mouvements de population, du peuple. Il avait connu la Révolution française, il y avait participé, c'est un très bon ami d'ailleurs à Robespierre le jeune, et il savait quelle était la puissance d'un peuple en marche, et il en avait peur. L'histoire lui a prouvé que 1830, 1848 et ensuite 1871 montraient à quel point une masse populaire en mouvement pouvait être dangereuse. Donc l'État a une peur panique de ça. Donc aller intervenir dans les cités, ce que tu évoquais précédemment, pose plus de problèmes. Pourquoi ? À la fois parce que ce sont des gens armés, qui n'ont aucune valeur, qui se sont réellement emparés du territoire, et on en arrive à se poser la question à laquelle moi je réponds sans filtre, et tant pis si on me traite de je dirais, le mot à la mode, complotiste, parce que tout le monde y trouve intérêt, à ce que finalement il y ait des pans entiers de la société qui soient livrés à la dictature, pour le coup. Ça devrait inspirer notre ami cégétiste activiste. Militant syndical. Militant syndical. Un peu activiste. Et politique aussi. Ça devrait inquiéter justement les gens de gauche de voir qu'il y a des quartiers entiers, des pans de ville entières qui sont purement et simplement laissés à l'abandon, et pas vraiment à l'abandon du reste. Non, sous la dictature des gangs. Ouais. Et là, il y a un vrai débat. Ouais. Et je suis désolé et navré quand je vois que des Mélenchon orientent les débats vers des segments d'argumentaire qui me paraissent complètement dévoyés, alors que d'un autre côté, eh bien, on a tout simplement des narcos qui font la loi. Parce que quand on écoute Gérald Darmanin, quand on écoute Laurent Nunez, les uns les autres, qui ont tous ces discours sur la lutte contre le narcotrafic, etc. La mère des batailles. Le narcotrafic, c'est dans le PIB, c'est comptabilisé. Oui, c'est des milliards chaque année. Derrière, ça arrange tout le monde, parce que le proxénétisme, tous ces secteurs de la société qui sont criminalisés et criminels sont traités comme des secteurs économiques. Bien sûr. Donc on ne va pas quand même coupler des secteurs économiques. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a un élément concernant tout ce qui est trafic dans les cités, etc., et toutes les formes de violence, on va dire. Je pense qu'il y a un élément, on peut pas le balayer d'un revers de la main. Effectivement, il faut se pencher sur toutes les causes. Et je pense qu'effectivement, là où, lorsqu'il y a des personnes qui sont poussées à faire du trafic, alors c'est pas pour légitimer le trafic en lui-même, mais à un moment, il faut se poser la question, pourquoi des jeunes des cités en viennent à faire du trafic et à faire du trafic de drogue, etc. C'est que dans le même temps, on ne peut pas balayer d'un revers de la main qu'il y a une misère sociale qui s'aggrave, parce que le système capitaliste est ce qu'il est, et il engendre de la misère sociale, alors que d'autres s'enrichissent toujours plus. Alors, je dis ça, c'est pas pour légitimer les personnes qui vont organiser des trafics, etc. Mais je pense qu'à un moment, il faut se pencher sur toutes les causes. Donc la première cause, effectivement, il y a une misère sociale qui s'aggrave. La misère s'aggrave et forcément, ça pousse certaines personnes à utiliser des voies illégales. Mais en même temps, on sait que le capital, lui, il utilise ces voies illégales. Le smurfing, par exemple, c'est quoi le smurfing ? Le smurfing, c'est quoi ? C'est lorsque la grande finance internationalisée va récupérer une partie de cet argent
de cet argent-là qui se diffuse d'une manière illégale, elle va réinjecter cet argent dans ses capitaux officiels. Ça lui permet de redynamiser la puissance, la rotation de ses capitaux. Fiscaux, ça, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. Il n'y a pas d'attaque des paradis fiscaux. Non, par exemple, ni le blanchiment, ni la vente d'objets de luxe, parce que le luxe, l'économie de luxe a besoin de cette économie parallèle, et on le voit, quoi. Ça arrange tout le monde. Il faut à un moment donné, on ne faut plus tourner autour du pot. Et là où Jimmy a tout à fait raison, c'est qu'à la fois il y a, je dirais, ce grand capital qui se sert également de tous ces quartiers comme de main d'œuvre. C'est une main d'œuvre à bas coût. Quand j'entends certains sociologues, philologues à 2 francs 6 sous expliquer que tous les jeunes de quartier qui parlent une forme de sous-langage, ce qu'ils appellent le langage jeune, mais wesh, genre, l'argot, une forme d'argot qui était déjà considéré comme étant quasiment une seconde langue chez ces jeunes-là. C'est surtout, pour moi, l'expression d'un racisme social total. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on ne valorise pas l'éducation, la vraie éducation, celle qui permet de se nourrir intellectuellement, on crée justement ce marché de l'emploi pour les trafiquants. Parce que ces gamins ne peuvent absolument pas s'insérer dans le tissu social classique, normal. Ils ne peuvent pas prétendre à des emplois, je dirais, classiques, puisqu'ils n'ont pas le même langage. Parfois et trop souvent, ils sont analphabètes. Ils ont un problème d'insertion pour justement, je dirais, aller vers le marché de l'emploi. Mais aussi, je pense à un modèle social, c'est-à-dire que l'argent est roi. Tout à fait. Quand tu vas te faire 5000 balles en étant sur une chaise de camping et en criant un rat, tu vas pas aller bosser pour mais il n'y a aucun intérêt à le faire. 1200 balles. Et puis dans le même temps, lorsque vous savez, dans la cité, là où j'ai grandi, dans la cité des 3000, il y avait un modèle. Un modèle qui a un personnage fictif, mais qui était devenu une icône, qui était Tony Montana. Vous savez, du fameux film Scarface. Toujours. C'est important cette image-là. Ah oui, pourquoi ? Parce que indépendamment de cette film Hit, mais indépendamment de ce personnage fictif, c'est une idéologie, l'idéologie néolibérale qui s'est totalement imbibée dans l'esprit des jeunes et qui consiste à se dire si t'as pas fait d'argent et que t'as pas tu n'accèdes pas à des conditions d'existence matérielle comme Tony Montana qu'on te montre, c'est que tu as raté ta vie. Et dans le même temps, lorsque tu as des parents comme les miens qui travaillaient toujours plus pour rien à la fin du mois, et pire, c'est que tu n'arrives même pas à remplir ton frigo à la fin du mois, une fois que tu as payé toutes tes factures, à un moment, tu as... et c'est là que le rapport police-population est important. Parce que si à ce moment-là, tu avais des policiers de conviction, formés, qui savent mettre en application les procédures d'une manière cohérente et rationnelle, et qu'un dialogue s'installe avec ces jeunes-là, là, à ce moment-là, on rentre dans un autre schéma. Le dialogue est terminé. Aujourd'hui, le dialogue, c'est fini. Mais non, mais Sarkozy y a mis fin. Vous n'êtes pas là pour jouer au foot, enfin, toute la caricature du discours. Mais le problème est important parce que vous soulevez tous les deux des problèmes qui se recoupent, en fin de compte, qui reviennent à la question première du mal-être. Pourquoi y a-t-il un mal-être dans la police ? Il faut quand même aussi indiquer que il y a beaucoup de black blamber dans la police aujourd'hui. Et que l'idée que les flics sont tous des blonds aux yeux bleus indo-européens, c'est une légende. Il y a eu énormément de recrutement dans les quartiers populaires parce qu'il y a eu cette volonté aussi de melting pot de l'institution. Sauf qu'il faut faire très attention parce que le corollaire, c'est que souvent ces jeunes ne se reconnaissent pas eux-mêmes dans cette institution. Ce qui provoque des démissions en masse et ce qui fait qu'il y a de moins en moins de fidélisation pour l'institution. C'est ça. Ouais. Et ça pose un vrai problème. Oui, parce que derrière, on n'a pas l'expérience, les années accumulées, le fait d'avoir des tuteurs quand on arrive et qui vont dire ça fait pas ça, c'est bon. Exactement. Autrement. On a cassé ça. On a cassé ça. L'interlocuteur, parce que ce qui fait la force d'une police républicaine, moi j'ai pas envie de dire police de proximité, c'est comme il le dit, c'est ce dialogue. Et c'est pour ça que ceux qui aujourd'hui sont dans la police se sentent pas bien dans leur basket. Pas parce qu'ils peuvent pas toujours taper sur du manifestant. Il n'y a pas que des cogneurs dans la police. Il y a aussi des gens qui rentrent pour faire un job qu'ils pensent être un job qui va rendre service. C'est un job de passion. Exactement. L'idée de faire le bien commun, d'agir pour le bien commun. Sauf que de plus en plus, c'est devenu, je dirais, non pas une voie de garage, mais une voie alimentaire. On passe à Pourtant, c'est un métier difficile. Bien sûr que c'est difficile. Ce métier-là pour un métier alimentaire. Raison pour laquelle il y a beaucoup de démissions. C'est parce qu'une fois qu'on a passé le filtre du recrutement qui est de plus en plus simple, parce que le niveau s'est
très dramatiquement abaissé, toute cette jeunesse qui rentre dans la boîte, moi je dis la boîte dans la police, se rend compte qu'il y a des contraintes hiérarchiques, des contraintes horaires, les missions sont complexes, difficiles, il y a un code pénal, il y a énormément de violence, elle n'est pas que du côté de la police. Il faut un peu remettre aussi l'église au centre du village. La violence, elle n'est pas que du... Il y a des matraqueurs. Tu sais bien qu'effectivement, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une question de procédure mise en application. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je travaillais aussi à la SNCF. Je suis conducteur de train à la base. Lorsque tu es conducteur de train, tu sors de formation, tu sais conduire un train. Et si tu sais pas conduire un train, tu restes dans l'entreprise et tu fais autre chose. C'est mieux pour je pense que je pense que quand tu es policier, c'est pareil. Tu as une procédure. Et si tu sais pas appliquer ta procédure, excuse-moi, mais tu feras un autre métier. On entend souvent. Oui, mais vous comprenez, c'est compliqué, ce sont des êtres humains, ils sont comme tout le monde. Oui, mais en même temps, il y a un process de recrutement, il y a un process de formation, il y a des procédures, il y a des suivis psychologiques pendant le recrutement. Et après, soit tu es en capacité, comme le conducteur de train lorsqu'il est recruté, soit tu es capable de conduire un train tout seul, soit tu n'en es pas capable, soit tu es capable de mettre en application tes procédures en tant que policier, soit tu n'es pas capable. Oui. Regardez, par exemple, la politique de Nunez, Monsieur Nunez. Là, au mois de... Voilà, cette année, il a une idée qui serait d'appliquer ce qu'on appelle la présomption d'innocence, d'une manière automatique. Non, la présomption de non-culpabilité pour les policiers. Alors moi, je reprends la présomption d'innocence, ça existe. C'est comme ça que c'est présenté sur la CGT. Si vous lisez le site de la CGT Police, c'est comme ça que c'est mis en avant. C'est la présomption d'innocence qui serait automatique pour un policier. Alors qu'enfin, ensuite, il faudrait utiliser tous les leviers nécessaires. Je crois que se sont mal exprimés, si je puis me permettre, cher Jimmy. Parce que la présomption d'innocence, c'est comme ça que ça a été présenté. Oui, mais je crois que se sont plantés. Parce que je connais un petit peu. En tout cas, c'est grave parce que ça veut dire que quel que soit ce que quelle que soit la situation, admettons que par exemple un policier mette la procédure de policier soit mal appliquée et qu'il y ait par exemple une bavure, de toute façon il serait forcément investi de cette présomption d'innocence. Ça c'est une politique de Nunez qui serait applicable. Alors c'est pas la même chose. Moi, j'ai lu nulle part ça. Je pense que c'est une interprétation du discours de Nunez, notamment peut-être pour justement les problématiques délit de fuite, enfin du moins de ce qui est considéré comme le refus d'obtempérer. Ah oui, qui sont de plus en plus nombreux. Qui sont de plus en plus nombreux. Qui pose un vrai problème parce que la loi qui est sortie là-dessus est on en a déjà parlé sur d'autres plateaux. C'est important de le préciser. La loi est très floue. Elle ouvre justement la possibilité à des tirs, j'ai envie de dire des tirs sauvages quasiment, en tout cas mal contrôlés. Ça a été très très mal rédigé, très mal pensé, parce qu'encore une fois de plus, il y a une forme de dogmatisme qui conduit à laisser croire que la police peut tout se permettre. Et bien évidemment que non. Il faut rappeler quand même qu'il y a des structures de contrôle, l'IGPN et d'autres. C'est la profession la plus contrôlée. C'est pas compliqué, c'est la protection la plus contrôlée. Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que finalement l'IGPN n'a pas été créé pour étouffer les dossiers, pour classer les dossiers qui seraient problématiques? Sauf que Jimmy, je vous répondrai très cher Jimmy Dalido, que l'IGPN n'est pas une structure autonome. C'est pas une bulle. Elle est pilotée par certaines entités politiques, peut-être. Et peut-être surtout contrôlée par le parquet, la justice. Donc s'il y a une IGPN laxiste, c'est parce qu'il y a une sanction de ces procédures qui ne sont pas réprimées. C'est pas tout à fait la même chose. Donc faut pas croire que les flics... Il y a aussi un manque d'effectifs de l'IGPN. Mais partout il y a un manque d'effectifs. Partout. De toute façon, la vocation judiciaire a été écrasée. On en revient toujours au même. Par Nicolas Sarkozy qui a voulu balayer d'un revers toute la filière judiciaire, car à l'époque, il voulait déjà supprimer les juges d'instruction, il ne faut pas l'oublier, et il a écrasé le travail des judiciaires en donnant les clés du camion, en donnant tout pouvoir aux équipes de voie publique, et plus spécifiquement au BAC. Donc à partir de là, on avait un souci, que j'ai dénoncé syndicalement à l'époque. Moi aussi, j'étais délégué syndical. Moi aussi, j'ai dénoncé justement ce qui allait nous conduire inévitablement à une opposition frontale avec la population. Et c'est la raison, j'en reviens toujours au malaise, à la question de fond quand même, c'est qu'on ne peut pas faire ce métier quand on nous oppose, quand on oppose l'institution à la société, à la population. Parce que comme l'a dit très justement Jimmy, les gardiens de la paix, les forces de l'ordre, sont les soutiens de la République. Ce sont les prolétaires de la République aussi, sauf à l'exception des hauts cadres, qui eux veulent
accéder à des fonctions plus importantes comme celle de préfet, voire plus si affinité. Justement, les préfets, là, ils ont un rôle prépondérant. Majeur. Quand on voit la mobilisation contre les agriculteurs, le préfet était très fier de mettre des amendes. Quand c'est des manifestations en ville, alors on a tellement entre les CRS, on revient à Napoléon, très cher Alexis. Etc. Le préfet, c'est quand même l'homme clé. On a vu le préfet allemand, les violences desquelles il était capable pendant les Gilets jaunes. Laurent Nunez a été préfet aussi avant d'être ministre de l'Intérieur. Préfet, bien sûr, et secrétaire adjoint, secrétaire d'État près Castaner, vous savez, l'homme de gauche qui était ministre de l'Intérieur. Incroyable. Pendant les Gilets jaunes. Après son passage chez Shine, il est au port de Marseille, mais on n'en parle plus. En même temps, c'est vrai que nous arrivons dans une séquence historique, on a vraiment l'impression contre la population elle-même, entre la population française et le gouvernement, le seul rempart qui empêcherait un gouvernement de tomber serait justement la police. C'est pas qu'une impression. Et donc, nous avons affaire à une classe sociale, parce que les personnes qui nous dirigent représentent une classe sociale qui s'enrichit toujours plus au détriment d'une misère qui s'aggrave. Et ils sont conscients qu'entre eux, ils sont très conscients qu'entre la population et eux, il n'y a que la police nationale. Et je pense que certains dirigeants de la police le savent très bien. Et ils savent que de toute façon, les politiciens vont essayer de légitimer même certaines bavures policières. Tous les deux syndiqués, anciennement ou actuellement, les syndicats policiers font la loi, Beauvau. Alors, pas vraiment. Non, il faut nuancer le propos. Moi, de toute façon, il y a longtemps alors que j'ai été délégué syndical sur le terrain et en même temps délégué permanent. Ils ne font pas le boulot, bien sûr que non, parce qu'ils n'en ont tout simplement pas les moyens. Ça, c'est du théâtre encore. Non, mais c'est eux qui disent au ministre comment ça va se passer. Parce qu'un syndicat de police qui dit, écoutez, nous, on arrête, démerdez-vous. Très cher Alexis, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour une raison simple. C'est que les syndicats, alors ça, beaucoup de gens croient que justement, syndicat, alliance, UNSAF, appelle ça comme tu veux, a une influence majeure sur les politiques globales, on va dire, sur les politiques sécuritaires. Ouais. La réponse est non. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ceux qui détiennent les cordons de la bourse, c'est l'État. Ouais. Si demain, Nunez ou Darmanin avaient voulu en son temps mettre à genoux les syndicats de police, c'est pas compliqué. Il suffisait de contrôler les finances, la façon dont les finances étaient utilisées en interne des syndicats. Ça aurait très vite mis fin à toute velléité de révolutionnaire, je peux te le garantir. S'ils avaient voulu contrôler les jours de détachement, et d'ailleurs, c'est pas propre qu'aux syndicats de police, suivez mon regard. Oui. Si on appelle l'allocation temps. Vraiment, la gestion du temps syndical était contrôlée comme il devrait se faire par l'État et peut-être par la Cour des comptes, on n'en serait pas là. Et d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes au sujet du fonctionnement des syndicats de police est sans appel. Il y aurait beaucoup à dire. Je peux le dire, l'en témoigner. J'ai vu ça de l'intérieur. Donc c'est du théâtre. Lorsque Alliance, par exemple, fait la dernière grande manifestation qu'ils ont organisée devant l'Assemblée nationale, rappelez-vous, vous avez Darmanin qui vient au-devant. C'était de la mise en scène. Et bien sûr que c'est de la mise en scène. Darmanin et Dupond-Moretti. Qui sont supposés, alors que la manifestation était organisée contre la justice, pour dénoncer la faiblesse de la justice. Qui on voit débarquer Gérald Darmanin, accompagné de son acolyte, Dupond-Moretti, avec qui il fait croire qu'il n'est pas ils étaient soi-disant demi-jurés. Pas du tout. Ils sont copains coquins, ils s'entendent très très bien, et ils ont les mêmes intérêts. Donc tout ça, c'est du cirque, c'est de la pantomime. Et vous avez tous les délégués de Synergie ou d'Alliance, parce que c'est la même structure syndicale, qui sont ou décorés de l'ordre national du mérite, ou reclassés. Non mais voilà, faut le savoir. Les gens ne le savent pas, mais ils sont reclassés, ces gens-là, à un moment donné ou à un autre. Il y a de francs-maçons aussi dans la police. Par exemple, si c'est pas la même obédience, ils se retrouvent dans les fraternelles. Il n'y a pas uniquement dans la police. Ce serait bien de le rappeler, très cher Gilles Gallido. Je pense qu'effectivement, il y a un problème, une espèce de classe sociale. La remise en cause est bonne pour tout le monde. Hein. Oui, non, mais cette classe sociale franc-maçonnique, elle existe, elle est réelle, elle s'organise. Et le problème, c'est qu'effectivement, le syndicat policier, je pense, met en exergue une très mauvaise image du véritable syndicalisme, en tout cas celui que je représente moi, parce que tous les syndicalistes ne sont pas pourris, parce que j'entends aussi les critiques, des syndicalistes tous pourris, ben non, et même si nous sommes minoritaires, il y a encore des syndicalistes de conviction, alors c'est compliqué, c'est difficile, mais ça existe encore, toujours. C'est pas simple. Et c'est pas simple, Ouais, les syndicats de conviction... Parce que ce que j'ai dénoncé sur les manifestations, très cher Jimmy, aurait pu être dénoncé également par les services d'ordre, notamment des organisations syndicales. On constate, par exemple, que les syndicats de police
ne sont pas deviennent des rouages de fluidification d'une idéologie qui émane d'une classe sociale politique, et on le voit bien même de par d'autres événements. Vous vous souvenez lorsqu'il y a eu pendant le génocide en Palestine, alors que certains passant sur des plateaux télé allaient jusqu'à mettre en exergue ce qu'on pourrait presque appeler une apologie du génocide, et alors qu'on attendait d'eux l'article 40. Les syndicats de police auraient pu déclencher l'article 40, par exemple. À propos de qui ? Par exemple, certaines personnes qui appelaient à massacrer tout le monde en Palestine sur des plateaux de télévision. Là, on fait référence à qui ? Louis Sarkozy, par exemple ? Par exemple. Ah oui, mais quel rapport avec les syndicats de police ? Par exemple, s'il se présente véritablement comme... non, il ne faut pas tout mélanger. Là. C'est pas leur rôle. Oui, non, stop, ça n'a rien à voir, là. À un moment, il faut... Non, mais si, parce qu'en France, on dit que les syndicats ne sont pas politiques, justement. Non, mais voilà, puis c'est pas le... Ça, c'est faux, ça. Je vous le dis, ça, c'est faux. Le véritable syndicaliste est conditionné par une bonne base politique. C'est comme ça que c'est fonctionne. D'accord, mais il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Là... Lorsqu'il y a des événements comme celui-là, quand il y a des expressions politiques sur les plateaux télé, je vois mal un syndicat de police dire « Ah oui, mais lui, il ne doit pas dire ça, on va déposer plainte. » C'est pas son rôle. C'est l'Arcom. Par contre, si quelqu'un d'un syndicat de police disait ça, en tant que mandataire, en tant que quelqu'un détenteur d'un mandat, là oui, il pourrait faire l'objet d'un dépôt de plainte, même d'un signalement, même en interne. Mais jouer le censeur ou l'ordonnateur des idées acceptables sur un plateau télé, non. Ça marche pas comme ça. C'est l'Arcom. Oui, non, mais c'est même pas recevable. Il n'y a pas que l'Arcom. Pas concerné. Je pense qu'à un moment, non, mais enfin, ce qui constitue un syndicat de police, c'est aussi à la base, un policier est aussi un citoyen qui à un moment s'engage dans une police et qui à un moment s'organise à travers une structure syndicale. Moi, j'ai envie de vous dire que le déclenchement de l'article 40, il peut se faire par tout le monde. Même mais à un moment, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est organisation syndicale, comme Alliance Police ou autre, et qu'on se dit doté d'une légitimité morale en tant que syndicaliste policier, et qu'on est capable de faire des déclarations ça et là, en mettant en exergue cette légitimité morale, entre guillemets, je pense qu'à un moment, on peut se dire, là, peut-être je peut-être utiliser l'article 40 face à des propos aussi, qui sont presque des propos criminels. Tu nous rappelles ce que c'est ? En gros, il faut déclencher une procédure judiciaire contre des personnes qui appellent à attiser un comportement criminel, on va dire ça comme ça. Oui, mais enfin, il faut être quand même, pour le dépôt de plainte, être fondé à le faire, c'est-à-dire être victime indirecte ou directe de ce qui a été dit ou fait. Et c'est pas le cas. Lorsque, par exemple, Richie Thébault dit sur une antenne « tous les flics sont des fils de pétain », on a compris qu'il y a un mauvais jeu de mots. Mais on est on est là-dedans. On est là-dedans. Et qu'un syndicat de police, pour le coup, ou même le ministre... Ça, c'est comme les flics tous fascistes, c'est pareil. Oui, voilà, mais exactement. Mais là on peut déposer plainte. Là, c'est fondé. Ouais. Mais parce que quelqu'un, par contre, si on déposait plainte à chaque fois... Alors après, ça pose la question plus large de la justice, de la criminalisation de certains mouvements, notamment les mouvements pro-Palestine. On a vu comment, surtout en Grande-Bretagne, où ils sont traités comme organisation terroriste pour certains, où là, la justice a un rôle aussi de police, entre guillemets. Oui, mais c'est autre chose. Le niveau. Non, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que ça joue sur les différents niveaux. Quand on dit malaise dans la police, c'est bien au-delà, en réalité. Oui. Il ne faut pas tout mélanger, quoi. Je veux dire, que la justice veuille se mêler de débats politiques, c'est son problème. Mais c'est pas au syndicat de police de le faire. Surtout pas. Surtout pas, parce que la politique, elle change. La police, elle change pas, elle. Alors, elle change pas. Si, elle change. Puisque depuis Sarkozy, on a vu la dérive de cette la police philosophie de la police, alors faut dire. La philosophie de la police peut changer, ce que je regrette. Et aujourd'hui, justement, on en est où ? Et est-ce qu'il y a une réflexion, quand même, y compris au sein des syndicats de police, pour dire on va faire évoluer l'institution, ça peut pas rester comme ça. C'est ce que je regrette, et ce que je dénonce, d'ailleurs. Moi, je suis partisan d'une politique syndicale beaucoup plus courageuse, beaucoup plus empêcheuse de tourner en rond pour justement défendre les valeurs que tu évoques, mais de façon beaucoup plus universelle. Et il y a tout ce que je vois dans les revendications des syndicats de police, c'est des bidons et les gamelles. C'est la défense de la question qui se pose, est-ce que finalement... indices, moi, j'essaie de je me mets à la place du policier, le jeune qui s'engage dans la police. Je me dis, bon, voilà, je vais devenir policier, je vais arrêter les méchants, je vais défendre la population. Et puis je me pose la question, finalement, est-ce que la police n'est pas, au final, une forme de milice
au service d'une classe sociale politique, et qu'en réalité, elle devient, dans certaines séquences historiques, une force de répression au service de cette classe sociale politique, et que finalement, même certains policiers eux-mêmes le supportent très mal, le vivent très mal. Je pense notamment à ces policiers qui malheureusement, paix à leurs âmes, se suicident. Si certains pourraient parler, peut-être qu'ils diraient moi, mon objectif, c'était pas de devenir un outil de répression au service du capital, et c'était de servir à la population, et que finalement, leur velléité alors, il n'échappe pas à personne. Tu évoques un sujet qui est sensible, que plus personne ne communique là-dessus. Justement, les suicides dans la police, sur les suicides ou le mal-être. Qui est quand même c'est fondamental. C'est fondamental. Notamment sur le nombre de démissions. C'est-à-dire que la police a du mal à recruter. J'ai été confronté à des journalistes sur certains plateaux qui me disaient mais de quoi vous plaignez-vous ? On n'a jamais autant recruté qu'en ce moment. C'est un saut percé. Et alors, c'était sur une chaîne que je ne citerai pas. J'ai dit mais écoutez madame, c'était une dame pour laquelle j'ai le plus grand respect. J'ai dit posez-vous la question de savoir combien il y a de démissions, le savez-vous ? Et là, elle fait « Ups, je ne sais pas ». Posez la question. Posez la question de savoir si réellement on a autant d'effectifs que ça. La question, c'est non. C'est non. Mais, très cher Jimmy, imaginons que demain, la France insoumise gagne les élections. Imaginons. Admettons. Quel type de jour de fête. Voilà. Quel type de police mettrait-elle en place ? Si ce n'est une police milicienne. Parce que je sache, aucun pouvoir de gauche ou dit d'extrême gauche n'a imposé une ligne philosophique à sa police qui ne soit plus que radicale. Alors, là où je suis plutôt... Je pense qu'effectivement, l'erreur de la gauche a été de ne pas être assez clair entre deux notions. Entre la politique sécuritaire et la répression politique. Et je pense que c'est pas pareil. Et je pense qu'effectivement, il faut éviter les répressions politiques. Et la police, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, devient un outil de répression politique. Mais dans le même temps, on le sait, et je suis persuadé que, encore une fois, comme je disais, la classe ouvrière, les couches populaires ont le droit de vivre en sécurité, et on parle de politique sécuritaire. Et je pense qu'à ce niveau-là, LFI incluse devrait être plus claire. Et la gauche n'a pas été assez claire à ce niveau-là. Moi, ce que je veux, c'est pas une répression politique qui passerait par les rouages de fonctionnement policier. Ce que je veux, c'est une politique sécuritaire. Mais c'est là qu'il faut être... que le travail reste à faire. Et je pense que la base, effectivement, c'est de reconstruire un rapport population-police. Et est-ce que tu ne penses pas, juste, on peut se tutoyer, on se connaît depuis assez longtemps, oui, bien sûr. Est-ce que tu ne penses pas que justement les réactions de la gauche, là, en ce moment, depuis du moins les dernières années, au lieu d'être dans une critique permanente de l'institution policière, oubliant, comme je le dis, je l'affirme, je le maintiens, que la police, elle est black blanc beurre, au lieu d'être dans une posture systématique anti-flic, elle ferait mieux d'être un peu plus nuancée. Je pense à l'affaire Traoré, notamment. L'affaire Traoré, Traoré se promène partout, sur tous les plateaux de télé. Elle est entendue à l'Assemblée nationale, à la commission d'enquête au Sénat, en présentant sa famille comme victime. Alors qu'ils sont tous mis en cause pour certains, pour beaucoup en tout cas, pas tous, pour beaucoup, pour des affaires criminelles, mais absolument dégueulasses. Oui, plus des faits de violence en prison. Enfin, il y a un viol, juste un viol. Juste un viol, Adama, hein, juste un viol. Ouais. Un peu de stup au passage. Mais... Extorsion sur personnes vulnérables, c'est quand même pas mal non plus. Mais c'est pour ça qu'il faut être clair sur certains, quand il y a des dérives et des bavures, il faut être ferme. Mais qui parle de bavure ? Pourquoi ? Parce que 2 fois refermer le dossier. Comme ça, il n'y a plus de confusion. Parlons Cédric Chouviat, par exemple. Il n'y a plus de confusion ensuite dans certains dossiers. Cédric Chouviat, il n'y a pas eu le même... L'un n'excuse pas l'autre, Alexis, le problème, il est là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a les médias qui aussi jouent un jeu mais complètement incendiaire. Sulfureux avec... Complètement sulfureux. C'est le minimum. Le sulfureux, c'est le terme minimum. Parfois incendiaire. L'affaire Naël, typique. Les prises de parole des autorités politiques, je pense au président lui-même, qui taxe, qui qualifie l'acte, le tir, d'inacceptable, d'inexcusable. Excusez-moi, mais ça veut dire que le procès est fini. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'enquête. Il faut prendre le policier par les pieds. Je ne suis pas là pour l'excuser, attention. Y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé. Je me suis beaucoup exprimé sur le sujet. Effectivement, je trouve que l'intervention n'est pas nette. Elle n'est pas dans, à minima, les règles de l'art. On va être très clair. Mais on est quand même face à un gamin aussi de 17 ans qui est au volant d'un petit bolide et qui avait été présenté 48 heures avant pour les mêmes faits.
Oui, mais la question qui se pose, c'est est-ce que la procédure a été mise en application? On ne lui a même pas laissé le temps de s'installer, puisqu'on a tout de suite crié au meurtre. On en revient toujours à la même chose. Est-ce que le policier avait... Je reviens au process de recrutement, de formation. C'est autre chose. Aux procédures qui devaient être appliquées. Est-ce que la procédure a été appliquée? C'est autre chose. Ce que je dis, là, c'est qu'il y a un fait, d'accord ? La mort d'un ado de 17 ans, dans des conditions qui sont à déterminer par la justice, mais avant même qu'il y ait une enquête. Et c'est là où ça ne va pas. Tout le monde a apporté son jugement sur l'ensemble des plateaux télé. Tout le monde. C'était universel. La police est coupable. C'est tout ce qu'on a entendu. Résultat, un mois d'émeutes dans les villes, pour lesquelles Naël n'avait rien à voir. Je ne suis pas trop d'accord dans le sens où, effectivement, il y a eu des prises de position, mais en même temps, ces différentes prises de position qui se sont faites d'une manière hâtive, alors que la justice n'a même pas fait son boulot, et quand même organisées par certains médias qui organisent ça et qui font du clash et du buzz sur ces événements d'actualité. On les connaît, ces médias-là. Non, mais on les connaît, ils ont besoin d'images. Il ne faut pas les déresponsabiliser. Non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire, je crois pas. Je me fais pas l'avocat des médias, je crois pas. Mais malheureusement, on a des images. Enfin, heureusement, on a des images. Heureusement, on a des images. Ok. Mais à partir de là, je veux dire, moi, la justice plateau télé, ça va bien, quoi. Oui, ça va bien. On est d'accord. Et ça, c'est inacceptable. Et la posture des politiciens, de tous les représentants politiques, est condamnable. C'est-à-dire que tous ces gens qui disent la police tue, je pense à LFI en permanence. C'est pour ça que je pose la question incidemment. Si demain LFI était au pouvoir, on m'accordera qu'il ne pourrait pas changer d'un revers de main de 100 000. Incroyable, plus une formation. Voilà. Donc ça voudrait dire, si on les écoute, il faudrait 5 ans. La police tue, on est d'accord. Donc ça veut dire que si demain M. Mélenchon est au pouvoir, d'un revers de main, il vire 150 000 flics et il en recrute d'autres. D'accord ? C'est ça. Si on considère que la police tue. Donc demain, il faut tous les virer. Tous. Et on recrute 150 000 personnes. C'est possible. Alors, justement, c'est la question de l'impunité, je pense, qui est posée par cette thématique. C'est de dire qu'aujourd'hui, enfin, le procès Chouviat, là, 7 ans sans procès, c'est quand même très long. L'IGPN qui ne va pas être saisi par le ministre de l'Intérieur après que le policier ait sorti son arme pour mettre en joue un agriculteur, sans compter les différentes, même pas bavures, mais les crimes qu'on a pu voir, de personnes qui ont violé dans les commissariats, des personnes en détresse. Enfin, et là, on se dit, mais il y a un manque de reprise en main. C'est justement de dire, mais ces éléments-là n'ont pas le droit d'être policiers. Je suis entièrement d'accord, Alexis. Il n'y a pas débat. Je peux être que d'accord avec ça. Voilà. Je ne peux pas me dire. Oui, c'est pour ça que c'est inacceptable. Mais n'oubliez jamais, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, la police n'est pas une institution autonome. Ouais. Non, il y a une direction générale et il y a surtout la justice. D'accord ? Parce que si demain, les procédures étaient menées comme elles doivent l'être, c'est pas 7 ans qu'il faut attendre. Normalement, une enquête, si elle est qualifiée criminelle, c'est 3 ans. Maximum. Ouais. C'est 3 ans. Surtout une affaire simple. C'est pas compliqué. On a des images, on a tout. 3 ans. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais de légitimité morale. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, que ce soit, quel que soit certains métiers comme ça, certains métiers demandent on doit être doté d'une légitimité morale. Mais la légitimité morale, elle passe, vous le savez, par l'exemplarité, elle passe par le fait qu'à un moment, chacun est responsable, chacun a sa prérogative, chacun prend ses responsabilités. Et effectivement, lorsqu'on constate, vous savez, je prends un exemple, pendant les Gilets jaunes, vous vous souvenez pas cette pauvre vieille dame qui avait été piétinée par la police, avec son drapeau alors, Madame Geneviève, je sais, alors qu'elle m'excuse, je ne sais plus son nom de famille, et la première réaction qui a été M. Castaner à l'époque, je cite, Madame Geneviève Leguet, ce me semble, a fait face à la police. A fait face à la police. Ça a été sa réponse. Donc je veux dire qu'à un moment... Et Macron a dit, une personne fragile, elle ne va pas en manif. Voilà. Espérons qu'elle soit... Il a même été jusqu'à dire... Alors que ce monsieur a été élu alors qu'il n'avait même pas 40 ans, il espérait que cette dame soit dotée d'une certaine sagesse. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais que Jimmy Delisle nous rappelle juste un petit point. Non, mais je veux dire, juste par là, c'est que je te pose une question après. Une police au service, d'abord, reconstruire un rapport population-police, une véritable police républicaine, mais ça passe aussi par la régénération de la légitimité morale. Ah, mais il y a des réponses à ces questions. Ça veut dire qu'il faut être ferme lorsqu'il y a des bavures. Non, mais pas que ça, pas que ça. Il faut revoir le contrat social totalement, mais ça veut dire, ça passe par quoi ? Ça passe par, justement, aller à contre-courant de tout ce que tu viens de dénoncer, à savoir cette forme d'ultralibéralisme, d'ultra-individualisme, cette course à la performance. Pour ça, il faut redonner goût
au métier, donc lui donner plus de, je dirais, de conscience, en tout cas lui donner une raison d'être qui ne soit pas juste pour casser du citoyen, alors que dans le même temps, on va serrer des paluches avec de vrais voyous. Ça renvoie à une autre question. Qui était ministre de l'Intérieur? Tu l'as prononcé, son nom c'est monsieur Castaner. Il vient d'où, monsieur Castaner? Il vient d'où, monsieur Castaner? Il vient d'où? Tu parles de géographiquement? De famille politique, les deux familles politiques. Alors, je sais plus, ça me semble qu'il venait de gauche, ça me semble à la place. C'est pas ce me semble. Maire de Fort-Calquier, il était même tête de liste aux élections régionales pour le PS, donc très à gauche. Voilà, monsieur à gauche. Qui voulait même du Parti socialiste. Voilà, qui voulait même se mettre à genoux au moment. Ça, il fait partie de ceux qu'on appelle les opportunistes aussi. Non, mais peu importe. Mais vous êtes comme le pape est communiste, en fait. Alors, dès qu'il y a une personnalité de gauche qui tout à coup se droitise, ah oui, mais c'est un cas à part. Non, c'est pas un cas à part. François Hollande était de gauche, tu me l'accorderas. D'accord, ouais, DSK était de gauche. T'es de gauche ou pas, DSK? T'es de gauche ou pas? La question se pose. Je sais pas. Ça dépend le sens du vent. Après, c'est sûr que si tu demandes à la femme de ménage. Est-ce que Mitterrand était de gauche? Est-ce que Mitterrand était de gauche? Alors, on a tous la réponse à cette question. Concernant l'Algérie, je pense pas qu'il soit à gauche. Mais même après. Mais même après, je pense que. Même avant. Surtout avant, il était pas de gauche. Et il y a eu l'opportunisme. Oui, l'opportunisme est une réalité. Alors, je dis ça, c'est pas pour les déresponsabiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que non, c'est là que je voulais en venir. Non, je voulais en venir, c'est que là où je reprends ce que tu disais tout à l'heure, il faut revenir à la base, et je pense qu'effectivement c'est tout. Moi je suis un insurrectionnaliste, je pense qu'il faut revoir tout le système, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des policiers qui devraient faire certains choix. Alors lorsque vous avez un peuple qui est en mouvement, si le peuple se mettait en mouvement, quelle décision prendraient les policiers? Et toi, quelle décision tu prendrais si toi demain, Jimmy Delido, tu étais président de la République? Je parle même pas de Mélenchon. Déjà, je pense pas que ça arriverait déjà. Peu importe, parce que toi tu te dis insurrectionnaliste, donc ça veut dire demain si tu as le pouvoir, quel type de police tu mets sur place? Tu fais quoi des 150 000 policiers qui sont là en fonction? Je pense que déjà il faudrait tout revoir, le recrutement, la formation, non, réponds à la question. Avec l'état actuel des forces en présence, tu prends les policiers actuels, tu fais quoi? Tu leur dis quoi? Maintenant tu fais un grand discours. Jimmy Delido, Monsieur le Président, vous êtes président, qu'est-ce que vous faites? Soyez sérieux. Les vœux à la police. Mais non, mais je ne suis pas. Je veux dire, je pense qu'à un moment, je me poserai la question de savoir. Si tu restes. Non, d'abord l'encadrement, d'avoir un encadrement qui soit un encadrement responsable, cohérent, et un encadrement. Pour avoir un encadrement responsable et cohérent, tu fais comment? Aujourd'hui, parce qu'on parlait justement du problème de l'ancienneté, le fait qu'il y a un turnover terrible dans la police. Sûr, c'est quoi la durée de service moyenne d'un policier? Il y a des chiffres là-dessus ou pas? Non, et puis ils ne communiquent pas là-dessus, bien évidemment. Parce que mais ce serait intéressant. Ah oui, ce serait très instructif parce que ce serait très malaisant. Vous savez, il faut revenir à une chose fondamentale. On a la police qu'on mérite. Voilà. Tout simplement. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a les élus qu'on mérite aussi. C'est-à-dire que quand tu élis des gens qui sont d'un tel niveau que celui auquel on assiste, alors vous me direz... il n'y a plus le choix. C'est terrifiant parce que si on veut aussi des représentants dignes, faut aller au carton, il faut se présenter aussi, il faut oser. Faut oser pouvoir le faire aussi. Pouvoir le faire, s'inscrire dans une dynamique politique, se présenter, tout ça. Mais au final, on a les représentants qu'on mérite. Et donc la police qu'on mérite. Parce que l'action que vous dénoncez, les questions que vous posez tous, moi aussi je me les pose ces questions, je suis citoyen, je n'ai pas été que flic, je suis citoyen aussi avant tout. Je me les pose, mais je me dis, mais comment on pourrait revenir en arrière, ou du moins pas revenir en arrière, parce que la police d'avant, il y avait beaucoup de défauts. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Mais je veux dire, si on veut une police propre, plus digne, tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut des directeurs, effectivement, plus dignes, plus responsables. Mais tu vas les chercher où? Tu vas les commander par qui? On a un député sur deux qui se met de la poudre blanche dans les narines. Député sur deux? Non, je suis gentil. Des sénateurs qui veulent violer des collaboratrices, des assistantes parlementaires. Non, mais il faut être sérieux 2 secondes, quoi. C'est clair qu'on est face à une dégénérescence morale. On est d'accord. Qui est très grave. Donc comment tu vas avoir une police digne et propre alors qu'on a des représentants qui ne le sont plus? Mais ça pose la question. Mais ça, c'est un gros. Moi, je pense que véritablement le problème en France, c'est que une fois qu'on a voté, nous restons passifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a voté, le vote. On n'a pas le droit de voter beaucoup, pas souvent. Alors, il faut voter, c'est important, mais je veux dire qu'à un moment, le vote ne se suffit pas lui-même. À un moment, après le vote, et là on revient sur une base syndicale, une fois que tu as voté, il y a différents leviers qui te permettent de te défendre en tant que citoyen, je pense. Et c'est là qu'on intervient, les syndicats. Moi, je suis cheminot. Ce matin, avant de venir ici, j'ai tourné.
J'ai passé ma matinée à discuter avec les cheminots. On a organisé les gars et leur faire comprendre qu'il y a encore des syndicalistes de conviction. On n'est pas tous pourris, encore une fois. Et à un moment, il y a des leviers qui sont en place, qui parfois fonctionnent, parfois ne fonctionnent pas. Il faut faire son autocritique. Mais une fois qu'on a voté, il faut utiliser ces leviers-là. Et parce qu'à un moment, si on se laisse diriger, là on est d'accord, si on se laisse diriger par cette classe sociale qui est organisée qui est organisée au niveau politique et qui pense qu'il y a une chose, s'enrichir toujours plus, remplir son porte-monnaie au détriment de la majorité de la population, à un moment, effectivement, et là encore une fois, je finirai par là, que veulent les véritables policiers de conviction ? Est-ce qu'ils veulent devenir des soldats d'une milice ? Ou est-ce qu'ils veulent être policiers ? Non, il faut pas généraliser comme ça. Non, il y a énormément de flics. Je veux dire, il n'y a pas que des flics qui cognent, d'accord ? Les flics qui font les maintiens de l'ordre, ils sont là, bien évidemment. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, ceux qui le connaissent très bien leur job, ils le font tous bien. Mais il y a des cogneurs à qui on a donné, je dirais, quartier libre. Blanche, quoi. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que moi, je rappelle au travers de certaines de mes interventions, qui sont publiées d'ailleurs et qui parfois circulent pas mal, je dis attention à vous les gars, c'est pas le Far West. Hein. Si vous vous estimez comme les gens que tu as cités à Sainte-Soline, on va les détruire, machin bidule, va evictis, comme dirait l'autre. Hein. Sainte-Soline, c'était des gendarmes, ça me semble. Oui. Non, mais c'est force de sécurité. Je dis force de sécurité dans leur ensemble. Alors, tant pis pour ta gueule, quoi. Si tu te comportes comme ça et si tu considères que celui qui est en face de toi, que ce soit à Sainte-Soline ou pendant les Gilets jaunes ou pendant la réforme de la retraite, tu peux tout te permettre contre lui, tant pis pour toi si tu te retrouves sans job. Devant le juge. Parce que ces mecs, ils ont oublié ça. Hein, c'est que le licenciement n'existe pas dans la police. Mais si tu es révoqué, c'est zéro derrière. Hein. Tu n'as aucune indemnité. Tu n'as rien. Alors, c'est pour ça aussi, je pense que parfois la justice hésite à aller jusqu'au bout du processus. Parce ce qui n'est pas une excuse. Il n'y a pas assez de policiers, donc on garde les je pense qu'on garde, on garde un peu tout le monde. Ouais. Je le crains. Non, mais je le crains, c'est une crainte. Hein. Je pense que c'est une crainte. Non, mais tu les formes comme ça aussi. Ouais. Tu les formes comme ça. Quand Didier Lallemand dit à une manifestante, Madame, vous n'êtes pas dans votre... Nous ne sommes pas dans le même camp. Ouais. Si tu es un ministre... Non, mais tout est dit. Parce que celui qui est coupable... C'est pas simplement le crétin qui tient le gourdin, c'est celui qui le nomme, qui le commande, qui donne des instructions. C'est la chaîne de commandement. Je suis bien d'accord. Parce que quand tu te crois tout permis, tu te permets tout. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est une vraie question, ça, parce que moi, c'est ça qui a changé. Finalement, déjà, c'est plus rapide de changer la chaîne de commandement que 150. Oui, il faut changer de ministre et de président à ce moment-là. Oui, c'est bien ça. Mais finalement, il faudra intervenir à 2 niveaux. D'abord, le recrutement, parce que je crois qu'il y a c'est 8 de moyenne. Ouais, c'est moins que ça. À la SNCF, c'est 12. Il n'y a pas de moyenne. 8 de moyenne, 8 sur 20, c'est très bas. Le concours, celui-là. Non, c'est moins que ça. C'est terrifiant. C'est particulièrement. Voilà. Ça, c'est déjà un gros problème, parce que 8 sur 20, c'est terriblement bas. Et deuxième chose, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des process de licenciement avec des indemnités de licenciement comme un salarié du privé, un salarié dans une usine, il est viré. Faute grave. Faute grave. Ça existe déjà quand même. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a des révocations pures et simples. Attention, parce qu'il y a 3 niveaux. Licenciement simple, faute grave et faute lourde. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir le licenciement de certains policiers avec une indemnité de licenciement que les mecs, le gars et le ça existe déjà. Stop. Moi, je connais un cas, je peux le citer, sans citer de nom d'ailleurs. C'était un gars qui avait une carte bleu, blanc, rouge. Un jour, il fait appel à une prostituée. Au moment de payer, il dit non, je ne paie pas. Il sort sa carte, tac, allez, tire-toi. Ok. La fille, elle sort, elle fait quoi ? Je dépose plainte. Elle a déposé plainte. C'est son droit. Ok, ça a suivi son cours. Pénalement, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais ce que je peux vous dire, c'est que le gars a été convoqué devant le conseil de discipline, révocation dans la foulée. Et comment ça se passe ? Monsieur, vous êtes convoqué devant votre chef de service. Tiens, en fait, vous avez votre carte professionnelle sur vous ? Oui, il l'a déposée, on la prend. Au revoir, monsieur. Vous avez Pôle emploi qui est au bout de la rue. Ouais, mais ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Ouais, mais ça existe. Le problème, c'est qu'une révocation sans indemnité de licenciement, peut-être que ça pousse certaines personnes de l'encadrement, justement, à ne pas viser la révocation. Ouais, mais enfin, quand tu es face à un cas de faute majeure, je suis désolé. Moi, j'ai fait virer des mecs. J'ai fait passer des types. Alors, là aussi, là encore, on soulève un gros problème. Parce qu'effectivement, l'institution a une fâcheuse tendance à protéger ses agents. Presque un réflexe de groupe. Dans des cas même très graves. Moi, j'ai vraiment mis au forceps, notamment un type auquel je pense, qui a été condamné et viré. Voilà, bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut avoir aussi un peu le cran, entre guillemets, de prendre, à l'époque, c'était la petite machine, enfin, pas la machine, mais son écran, et j'ai l'honneur de vous rendre compte, tac, 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 c'est du boulot.
C'est du Et boulot. C'est un engagement personnel. C'est un engagement aussi, personnel. Où on va être mal vu aussi de la communauté. Exactement. Ouais, et c'est là le piège. C'est là où c'est difficile. Mal vu du mec, bon, bah ça c'est clair. C'est normal. Il n'a qu'une envie, c'est de te mettre ton poing sur la gueule. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Mais dans ce contexte-là, auquel je pense très précisément, certains membres de l'unité m'ont regardé de travers. En disant, t'es une balance. Alors que c'était très grave ce qu'il avait fait, le mec. Très On grave. parle de Ripou, là. Oui, on parle carrément de Ripou, oui, de type qui avait piqué des cartes bleues à des maîtresses à lui. En plus, qu'il rencontrait en hôpital psychiatrique où il se faisait régler. C'est vraiment le mec sympathique. Ouais, okay. Eh ben, j'avais fait 2 procédures contre lui, administratives et judiciaires. J'ai eu un mal fou à les faire aboutir. Parce qu'il y avait un frein psychologique, parce que... ça, c'est inadmissible. Mais c'est pas preuve... Non, mais entre nous soit dit, très cher Jimmy, c'est pas que dans la police que ce corporatisme existe. Non, pas seulement. Dans la fonction publique d'une manière générale, certains secteurs effectivement sont imbibés de ce corporatisme qui consiste à éviter, à étouffer certains dossiers. Effectivement. Pas de vague. Mais je pense que c'est l'image du système en lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où socialement on arrive à un certain niveau entre guillemets, on a tendance à se protéger. Est-ce qu'on n'a pas un ou 2 cas de cheminots qu'on aurait peut-être dû inviter à aller à Pôle Emploi parce qu'ils avaient commis des fautes graves? J'ai envie de vous dire qu'il y a oui, ça existe aussi. Non, je ne sais pas si ça existe. Est-ce que ça existe? Oui, non, mais ça existe aussi, tout à fait. Alors, les choses ont quand même changé chez nous. Hein. Vous savez, vous êtes pas censé ignorer qu'il y a une libéralisation, qui effectivement que le service public est devenu, enfin, la boîte est devenue une société anonyme, etc., etc. Alors, je développerai pas parce qu'on va accélérer sur un autre sujet, mais effectivement, ça existait aussi. Effectivement, et le problème, c'est qu'effectivement, une fois que tu as révoqué. La révocation, d'abord, elle est difficile à atteindre. Il faut pouvoir l'atteindre. Et la procédure, elle est très longue. Et de plus, il faut la justifier, il faut la motiver, parce que le gars, il a passé un certain recrutement, un certain processus de recrutement, des formations, etc. On a l'impression que tu décris le cheminement dans la police. Hein, pareil, mais ça, j'ai envie de vous dire, on revient à la politique, en fait. Il faut revenir à certains choix politiques. Tout passe par là. Tout passe par là. Est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on parle du modèle social, on parle de ces gens qui font aussi par conviction le métier de policier. Bien sûr, heureusement encore. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2026, les petits garçons rêvent encore d'être flics? Je crois qu'il faut leur poser la question. Moi, parfois, j'entends encore pas simplement des petits garçons, mais aussi des petites filles. Des petites filles, j'ai les petits garçons, oui. Ça dépend à quel niveau on passe le curseur de petits. Les rêves de gosses, pompiers, policiers, enfin, c'était quand même des trucs assez classiques. Ouais, mais je pense que ça en fait encore... si. Je pense que tout le monde a autour de soi des exemples de gens, de gamins ou d'ados ou de jeunes adultes qui ont envie de faire ce métier, de porter l'uniforme. Si c'est leur choix, leur rêve, why not? Mais c'est pas honteux d'être flic. Hein. Mais pas du tout. Je crois que c'est pas honteux. Mais parce qu'il y a aussi cette image-là qui est très écornée, qui fait que... contre laquelle il faut se battre. Quand on entend souvent ces témoignages de parents qui ont peur de dire qu'ils sont flics, parce que c'est des cibles aussi, parce qu'on a tout c'est mal vu. Enfin, voilà, parce qu'on a tout confondu. On a confondu le service d'ordre à la Macron, à l'allemand, à la Castaner, celui-là faut pas l'oublier au passage, qui se targue d'être de gauche, qui cire les pompes aux Chinois aujourd'hui, ça excusez-moi mais c'est un petit peu en travers, qui fait fermer des boîtes françaises, d'accord. Il y a eu ce cheminement là où on a fait croire à l'opinion publique que la police était ça, et que ça n'était que ça. Parler du narcotrafic, comment on lutte soi-disant contre le narcotrafic aujourd'hui, en envoyant la CRS 8, des régiments de CRS dans les cités. Enfin, il faut être un peu neuneux, excusez-moi. Et j'ai été confronté sur des plateaux avec des gens qui me certifiaient le contraire, pour s'imaginer que le trafic de stupes, on allait pouvoir lutter contre avec des régiments de CRS. Enfin, je veux dire, il faut des avocats et c'est au niveau financier, dans les paradis fiscaux que ça joue. Sur le narcotrafic, il y a des choses. D'abord, comment lutter contre le narcotrafic lorsqu'il y a un véritable problème de drogue dans l'Assemblée nationale. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on veut criminaliser le consommateur en disant c'est vraiment entièrement la faute du consommateur. Ouais. Bon, alors déjà, il y en a beaucoup, effectivement, au sein des enceintes. On se souvient encore de ce monsieur, je crois que c'était le député Pèlerin, il y en a eu d'autres. Oui, Pèlerin. Bon, voilà. Enfin, à gauche, on a quand même Louis Boyard qui a dîné, camarade. Lorsque tu as des députés qui t'en mettent dans le nez, à un moment, tu vas te fournir. Donc, moi, j'ai suggéré, très cher de lutter Jimmy, contre le narcotrafic. qu'une opération XXL soit menée à l'Assemblée nationale. De dépistage. Je pense qu'il faudrait des chiens renifleurs. Des contrôles spontanés. Non, mais des contrôles spontanés. Des contrôles spontanés. Ils le font chez les cheminots. Ils envoient des contrôles spontanés. Et t'es révoqué si t'as bu une bière. Moi, je rêve de ça. Qu'il y ait des contrôles spontanés. Une opération XXL avec des bergers allemands, des chiens renifleurs. Pas des bergers allemands, c'est fini ça, les bergers allemands, mais des Malinois. Enfin bref,
Moi, je Allez, sais que je me cherche. souviens dans la cité 3000 où j'ai grandi, lorsque Ouais. tu disais que tu voulais devenir flic, c'était vu comme une trahison. Ouais, c'est Ah, ça, tu- voilà. tu- c'était- Je pense tu que vois, ça l'est toujours un c'était- peu. C'était de la traîtrise, etc. Je pense que etc. c'est encore pire maintenant. Et je On se pense dit que- même plus ça de manière publique. Ah bah, actuellement, tu le dis plus, en fait, Non. faut pas le dire. Je pense Non. qu'effectivement, Ouais. donc je reviens à la base. Pour moi, la base, c'est véritablement la reconstruction de ce rapport police-population. Et je pense qu'il faut être ferme à tous les niveaux. Même au sein de la police, effectivement, lorsqu'il y a des bavures, il y a des bavures. Il faut arrêter de couvrir les gars parce qu'ils ont fait une connerie. Non, t'es policier, tu devais pas faire cette connerie-là. Il faut être J'entends ferme. bien, mais le discours vraiment très schématisant de la gauche qui consiste à dire, pour l'entendre systématiquement, la police tue, est un slogan mortifère. Et ça bloque le dialogue d'entrée. Et en disant ça, ça nourrit le dialogue totalement vicié d'une certaine droite et de certains syndicats de police. Ça renforce C'est là où ça va le pas. corporatisme. Où, Complètement. Du coup, on est en mode. Ça le referme. Les gens nous haïssent, on doit être soudés Exactement. parce que derrière, on a affaire à des gens qui nous on va aiment tous pas. les cogner parce que ces gens-là nous détestent. Ouais. Ils nous considèrent comme des tueurs. C'est là où il y a un problème de dialogue, un problème de sémantique, vraiment rhétorique politique. C'est qu'à partir du moment où la gauche elle-même se met dans le camp, justement, soit ultra-victimaire et anti-police, elle bloque tout. Ouais, mais Elle ça- joue le ça- jeu ça- finalement de ceux qui vont être violents. Ça, en ça en face. en revient, complètement. ouais, mais ça on en revient à ce qu'est à cette question politique fondamentale qui est qu'est-ce que la gauche? Est-ce que la gauche actuellement est véritablement de gauche? Est-ce que finalement la gauche est-ce que la gauche n'est pas la gauche et que nous avons en face de nous une gauche molle, une gauche dépravée, une gauche totalement pétée du casque et qui n'est plus du tout la gauche? Dont le seul Et débat, qui c'est en le réalité wokisme, représente une classe sociale politique qui sait Mm. s'organiser, que ce soit à droite ou à gauche au final. Voilà, la dernière fois que j'ai Moi, je pense entendu, que c'est ça enfin, plutôt, une mais- des dernières fois où j'entends Olivier Faure, c'est pour nous parler du wokisme qu'il lui appelle le progressisme, qu'il a sa propre définition de ça. Ouais, ouais. On l'a pas attendu d'ailleurs pour être progressiste du reste, sans être socialiste. Les théories du genre, à chaque fois ça revient. C'est que ça, t'entends que ça. Il y a le budget maintenant quand même. Il y a Ouais, du- mais oui, mais ça lui sert de levier pour exister, le budget. Ça veut dire on dissout pas, d'accord, mais c'est un jeu d'une perversité totale. Il n'y a pas de conviction là-dedans, il n'y a rien. Il y a juste, on est dans l'alimentaire pur, avec un ancien président sur les travées de l'Assemblée nationale, C'est qu'on vrai. n'entend jamais. Ah si, il est souvent sur France Inter pour Oui, sur les commencer sa plateaux. campagne parce qu'il veut revenir en Sur les 2027. plateaux, Ouais, bien mais dans sûr. l'Assemblée Ah non, nationale. non, il faut pas. C'est à tonne zéro, un Non, ancien je pense pas président. qu'il est souvent sur les bancs de l'Assemblée. Je sais pas, mais c'est assez pitoyable comme spectacle, je pense. Hein. Et la couleur politique aussi de la police, parce qu'on va dire, est-ce que la police est majoritairement aujourd'hui Rassemblement National? On va pas être naïf, je pense que oui. Et pour une raison simple, c'est qu'elle a été trahie. Je parle de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, hein, justement. Mhm. Je parle pas des syndicalistes à 2 francs 6 sous. Mais quand on discute avec des policiers de base sur le terrain, ils se considèrent à juste titre comme ayant été trahis par tous les courants politiques. Pour une raison ou pour une autre. Que ce soit la gauche comme la droite. Et j'ai presque envie de dire, surtout la droite. Mais c'est un peu comme les Français en général. Oui, complètement. Ouais. Mais non, mais complètement. Avec justement, pour en revenir à la radicalité du discours de gauche, qui les pousse vers le Rassemblement national. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont témoins de quoi? Moi, j'ai connu la police de proximité, qui était une aberration. Pas dans le concept, pas en termes de concepts philosophico-sécuritaires, mais en termes de moyens. C'était une aberration. On n'avait pas les moyens de ça. Politique du chiffre, après, avec Sarkozy, qui est une aberration, Ouais. Et qui est resté. Là, qui est restée une aberration totale, avec en plus accompagné d'une suppression d'un poste sur 2. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de chiffres avec 2 fois moins de personnes. C'est pas possible. On continue. Et ça continue, et ça a continué. Aujourd'hui, Macron, alors, les gens disent, ah oui, mais on n'est pas sûr qu'il soit vraiment de droite. Bah, excuse-moi, s'ils ont un doute, je peux leur expliquer. Je pense que, à ce niveau-là, je crois qu'il y a, Donc, il n'y en a pas de Plus doute. de- Hein. plus de- pour ça que je disais, évidemment, flics, tous fascistes, c'est une grosse connerie. Par contre, effectivement, il y a un gros problème actuellement. Je crois qu'en France, il y a un gros problème. C'est que la France est en cours de fascisation. Alors, il y a je parle bien de fascisation, pas de fascisme. Oui, oui. La fascisation, c'est la porte d'entrée du fascisme. Tu parles de C'est-à-dire le fait que je ne même pas ça. Mais je pense qu'il y a une fascisation et effectivement, il y a l'institution policière a peut-être une tendance à être happée en tant qu'institution de ce pays, à être forcément intégrée dans ce processus de fascisation. Et donc ça transparaît de par certaines positions de certains syndicats policiers. Après, et c'est là que je crois que certains policiers de conviction, qui eux veulent rester neutres et veulent faire tout simplement leur boulot de policier et de protéger la population,
certainement, je suis persuadé, certains le vivent mal, ça. Et ils se disent, moi, cette fascisation en cours, cette idéologie nauséabonde, moi, je suis policier, je suis au service d'une population et je veux être au service de la population. Et je pense que c'est pas impossible qu'il y ait un véritable malaise à ce niveau-là. Mais en même temps, on peut pas dire, alors, flics tous fascistes, c'est faux. Mais l'institution a une tendance à la fascisation. Au-delà, non, parce que parler de fascisme, c'est aller un peu vite en besogne. Mais est-ce que c'est pas simplement dire, mais les gens voient bien que c'est le bordel, que les criminels sont en roue libre et que visiblement ils ont droit à certains passe-droits dans les quartiers perdus de la République qu'on entend tout le temps. Et donc il y a un besoin d'ordre qui est légitime en disant l'ordre c'est la sécurité elle vaut pour tous, y compris dans la cité des 3000 comme au cœur du 16e. Et donc aujourd'hui, on dit, aucun parti n'a été capable. C'est ça, surtout. Le message sécuritaire est quand même un des messages premiers du Rassemblement national avec le message sur l'immigration. Et donc, forcément, ils ont un boulevard. Alors, sur la question-là, je ne suis pas forcément d'accord parce que dans ces cités-là, c'est pas qu'il n'y a pas d'ordre et qu'il n'y a plus d'ordre. Oui, c'est qu'il y a trop d'ordre, mais c'est l'ordre de la banlieue. Oui, c'est l'ordre des mafieux. Non, pas de la banlieue, c'est l'ordre des mafieux, des voyous qui tiennent tout. Oui, mais en même temps, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait une véritable reconstruction de la discussion. Et je pense qu'effectivement, il faut agir politiquement parlant parce que c'est pas qu'il n'y a pas d'ordre dans les banlieues. Alors, il y a un point de désaccord. Et c'est l'ordre, c'est un ordre. C'est un ordre qui a été mis en application par effectivement une minorité qui a pris le contrôle. Il n'y a peut-être pas en sécurité quand les mecs font des rafales de kalash à 5h du mat. Oui, mais en même temps, la misère sociale, elle existe. Oui, mais on va avoir un problème. Non, mais là, on ne peut pas la balayer d'un verre de la main. On a un point de désaccord total. Je ne peux pas entendre parler de fascisation de la société quand on est dans un tel marasme justement politique aujourd'hui. Les gens ne sont pas fascistes, ils sont désespérés, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les gens qui votent Front National ou Rassemblement National... C'est pour ça que je parle de fascisation, Jean-Pierre, je ne parle pas de fascisme. Parce que la fascisation, je parlais de fascisation, porte d'entrée du fascisme, et qui passe justement par cette confusion politique et le fait que les gens sont perdus. Oui, mais alors ne parle pas de c'est bien plus complexe que ça, la montée du fascisme, c'est une idéologie. Ça ramène à des images. Fascisation, ça ramène à des images. C'est factuel, moi, c'est comme ça. Parler de désarroi politique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que des gens... On pourrait parler des agriculteurs en ce moment, c'est d'actualité. En quoi ils se reconnaissent, ces agriculteurs, aujourd'hui? Ils ont été trahis par tout le monde. Par tout le monde, oui, c'est vrai. Les médecins qui manifestent, par tout le monde. Oui, c'est vrai. L'éducation qui s'effondre, parce que là aussi, il y a une arrière-pensée dans le monde des enseignants. Moi, je ne défends pas les enseignants dans leur globalité, parce qu'ils n'ont rien compris à la musique à un moment donné. Eux aussi ont été contre l'ordre, très imbibés d'idées post-68ardes. Ils étaient contre toute autorité, et aujourd'hui, on voit ce à quoi ça nous a mené, et ça nous mène. D'accord ? Donc, c'est surtout qu'en fait, il y a des pans entiers de la société qu'on fait confiance, soit à un camp, soit un autre. Et que ces gens-là, au final, se disent mais voilà, on a été trahis de partout, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, c'est ce que j'avais demandé, c'est ce que j'avais suggéré un temps. Et on m'a regardé avec des grands yeux, notamment sur les chaînes où on va de temps à autre. J'avais dit, mais vous savez, le grand virage, il a été loupé en 2022. Si Le Pen avait été élu en 2022, on n'aurait pas ce discours. Pourquoi? Parce que ça aurait créé un choc immédiat et probablement le réveil des vraies consciences de gauche qui s'est installé dans un confort bourgeois que toi-même tu dénonces. Je vois la théorie. Ta théorie, c'est la théorie consiste à dire il faut laisser passer l'extrême droite au pouvoir parce qu'elle va politiquement se délégitimer et donc ça ouvrerait la porte à une reconstruction politique beaucoup plus profonde. Le problème qui se pose, Jean-Pierre, je t'en ai déjà parlé, là, on est en désaccord, c'est que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a une milicisation de la société dans la totalité. Et la première chose qui se produit, c'est que l'extrême droite reste au pouvoir et elle fait tout pour rester au pouvoir. Parce que quitte à utiliser toutes les formes de violence. Macron fait pas ça. Il parle déjà de son retour en 2032. Oui. Et puis il a verrouillé tous les préfets, tous les postes à responsabilité. Tu as un exemple démocratique flagrant, c'est Meloni en Italie. Je n'ai pas le sentiment que les Italiens se plaignent d'un fascisme débordant. Excuse-moi, mais quand l'extrême gauche prend le pouvoir quelque part, on pourrait citer des dizaines d'exemples. Je ne crois pas qu'elle ait laissé. Elle n'a pas pris beaucoup le pouvoir. Pas en Union soviétique, non, à Cuba, en Chine, au Cambodge. Non, mais oui, d'accord, mais parce qu'il n'y a plus d'exemples d'actualité. Mais quand elle a été aux manettes, je n'ai pas le sentiment de mémoire qu'il y a une opposition. Très libéraux. Il y a une opposition. C'est Marco Rubio qui est président de Cuba, non? Il est plus à gauche que Castro ne l'était. Il est à gauche, le président de Cuba. Oui, d'accord. C'est Trump qui va être président. Il faut aller à Cuba, très cher ami, pour voir s'il y a une opposition politique. J'y suis allé, il n'y a pas beaucoup d'expressions
orientation politique contraire. Non, en même temps, tu sais bien que chaque pays a leur histoire et les séquences. Oui, non, mais d'accord, mais faire croire que dans lesquelles Marine Le Pen serait une sorte de je ne sais trop quel dictateur réinventé est une légende. Elle est avocate, elle est pro-européenne, donc c'est du droit. Pour moi, c'est pas de l'extrême droite du tout, ça. Hein. C'est une droite. Elle n'a jamais condamné les 200 milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux. Je te rappelle que Gérald Darmanin l'avait taxé de molle à l'époque. Alors vous me faites marrer parce que vous avez voté, vous, Jean de gauche, pour Macron, qui avait déjà mis en place Darmanin. Moi, j'ai pas voté Macron. Non, mais peu importe, peu importe. Mais ils avaient nommé Darmanin, qui a menti pendant tout son mandat de ministre de l'Intérieur, avec Castaner, avec Édouard Philippe. Et vous me faites marrer, moi, quand vous dites que Marine Le Pen est d'extrême droite, mais vous me faites marrer. Non, sur le fait qu'un mouvement politique qui arrive au pouvoir a pour but, évidemment, de verrouiller toutes les superstructures et de s'installer pour longtemps au pouvoir. C'est pas seulement le fait de l'extrême droite. Après, le risque de l'extrême droite, c'est d'être encore plus liberticide que ce qu'on a actuellement. Mais quand on voit ce que fait le progressisme à la sauce Macron ou à la sauce Merz, ou le pire, c'est Starmer en Grande-Bretagne. Starmer, c'est le Labour, c'est un parti de gauche. Il n'y a pas plus fasciste que Starmer actuellement. Oui, mais dans la forme, la manière de rester au pouvoir, est-ce qu'elle est la même ? Est-ce qu'une extrême droite, lorsqu'elle arrive au pouvoir, elle va utiliser toute forme de violence, la violence de rue, les milices ? Est-ce que l'extrême droite est-ce que cette forme cette forme socialo-politique qui permet de rester au pouvoir serait la même avec un autre parti selon qui serait un peu plus nuancé, on va dire, politiquement. Mettons la Seconde Guerre mondiale entre parenthèses, qui était un cas très à part. Quand est-ce que la France a été gouvernée par l'extrême droite ? C'est une bonne question. Ben voilà. Par contre, je peux te citer des exemples où la gauche, ayant été au pouvoir, je pense à Mitterrand notamment, a quand même fait preuve d'une rigueur, mais comme rarement on l'atteint. On parle des guerres coloniales souvent sous d'autres médias. Qui a géré les guerres coloniales ? Tu penses notamment à l'Algérie ? Entre autres, à l'Indochine aussi, camarades d'Indochine aussi. C'est pour ça que j'ai jamais été partisan de cette gauche genre mitterrandienne, et qui a été la première exploiteuse dans l'économie algérienne. Je t'aime beaucoup. Non, mais moi je suis insurrectionnel, je suis même pas. Non, mais peu importe. Moi j'aime beaucoup parce que tu es quelqu'un qui a des convictions, mais à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César, y compris quand il est un peu à gauche, d'accord ? Parce que je suis désolé, mais toute cette gauche bien pensante a été. Oui, non, mais là, on est d'accord. On est d'accord. Donc c'est pour ça que justement, c'est un vrai débat parce que là, on parle de la police politique en fait. Oui, parce que la question c'était la police a toujours été politique, c'est bien ça. Elle a toujours été politique. Depuis qu'elle est constituée, structurée telle que nous la connaissons. D'ailleurs, on la connaît, la police nationale, c'est Pétain. Pétain 1941. Mais voilà. ça c'est très dur pour les policiers qui espèrent devenir policiers et qui, au final, et qui, dans leur esprit, n'ont pas compris que la police serait un outil politique. S'ils ne le savent pas, ils sont un peu crétins quand même. Moi, je suis certain que ça existe. Je suis certain que tu as des jeunes qui vont peut-être se présenter au recrutement et qui ne savent pas. Enfin, moi, j'étais flic, je n'avais pas l'impression d'appartenir à la police de Pétain. J'étais en PJ. J'ai arrêté des voyous, excuse-moi, des violeurs, entre nous soit dit. Oui, mais après, il y a le dogmatisme qui rentre en ligne de compte. Il faut savoir que pendant la guerre d'Espagne, justement, tu veux parler de pouvoir de gauche ou d'extrême gauche. Pendant la guerre d'Espagne, quand les anarchistes prenaient le contrôle de certaines grandes villes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? La première chose qu'ils faisaient. Tu parles des événements de 37, je crois, lorsque les anarchistes commençaient à flinguer tout le monde. Comme par hasard, il n'y a pas eu que ça. Ils ont ouvert les. Ouais, entre autres. Non, mais c'est une réalité, tu me l'accorderas. Oui. En même temps, il y a une réalité humaine. Ils ont ouvert les prisons. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient, comme l'a dit Jimmy tout à l'heure, que tout délinquant était par nature devenu délinquant parce que la victime d'inégalité sociale, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la grande majorité de ces voyous a rejoint les camps phalangistes. Ils ont libéré leurs ennemis. Ils sont allés dans le camp de Franco, dans le camp phalangiste, voilà. Et sans parler des formes il y avait eu des comités de salut public créés un peu partout qui exécutaient à tour de bras. Enfin bref, il n'y avait plus de police, plus de justice, sauf la justice populaire, à l'identique un peu de la terreur mise en place par Robespierre, enfin Danton surtout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi. Qui s'aggravait sous Barras et Taillon. Oui, non, mais je dirais, le grand idéal humaniste de gauche, j'y crois pas. Mais de la même façon, je crois pas plus au pragmatisme de droite, hein, attention. Je pense aussi qu'on en a déjà parlé, je pense qu'effectivement, il y a une réalité qui, indépendamment des étiquettes politiques, je pense que la psyché humaine, elle est scalée. Et je pense qu'à un moment, je ne vais pas faire mon psychanalyste de balle 50, mais je pense que le ça humain existe. Je pense que la psyché humaine, l'être humain est ce qu'il est. Et qu'on soit à gauche, à droite, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, quelles que soient les étiquettes politiques,
l'être humain est ce qu'il est. Et l'être humain, lorsqu'il arrive au pouvoir, et ça c'est un truc que j'ai appris au bout de 24 ans de militantisme, je pense vraiment que l'être humain au pouvoir, il a 2 solutions. Soit il reste d'équerre, il reste droit dans ses bottes, comme Ernesto Che Guevara, qui est pour moi un véritable guide, mais qui finit flingué. Soit tu bifurques et tu fais un peu n'importe. Et ça, c'est humain, et c'est indépendamment de l'étiquette politique. Mais les deux ont tort ou raison selon le camp dans lequel tu es. Et selon le moment historique, enfin plein de choses. Mais... Je rappelle quand même que pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui étaient taxés de terrorisme par l'occupant et par la milice française sont devenus des héros par la suite, et inversement. Toute l'histoire de toutes les nations est basée là-dessus. Suivant qui écrit l'histoire, tu es résistant ou héros. J'enfonce une porte largement ouverte, totalement ouverte. C'est la raison pour laquelle on en revient à la question fondamentale de savoir quel profil doit avoir la police de demain. Mais tant qu'on a des Macron, tant qu'on a même des Mitterrand qui mettaient tous ses ennemis sous écoute, et je les ai connus ces écoutes par les gendarmes. Enfin, excusez-moi. Ça, c'est un détournement de la puissance publique. C'est énorme. Les faux terroristes irlandais, il faut quand même s'en souvenir de tout ça. J'en passais des meilleurs. Non, mais à un moment donné, c'est vrai. Ça rejoint aussi ce que tu dis. On a la police ou la gendarmerie qu'on mérite, dès lors qu'on met des gens au pouvoir qui ne respectent pas eux-mêmes le mandat, ou plutôt ce qui devrait faire l'honneur de leur mandat, c'est-à-dire l'intérêt général. C'est bien peut-être tout le problème, la perte de l'intérêt général par fondamentalement, ceux qui sont censés le défendre. Au-delà de la police, le malaise, il est là. Bien sûr, il est là, le malaise. L'intérêt général a été dissous dans les sphères de fonctionnement de la grande finance internationalisée. Oui, et c'est là que je parlais de milice. C'est-à-dire que je pense que la police, je pense vraiment qu'elle est devenue et elle va devenir une milice au service de la grande finance internationalisée. Et je pense que vraiment, il faudrait qu'il y ait un réveil même interne et que les gars se disent impossible. Je suis au service de qui en fait? Au service de la population ou des gars qui me dirigent? Non mais c'est impossible, stop, arrêtez. Le gars de base, moi quand j'étais flic à mon niveau, il y avait des choses que je refusais de faire, ça m'est retombé dessus. Mais la machine tout entière te retombe dessus, syndicale, hiérarchique, haute hiérarchique, politique. Parce que j'avais osé faire un rapport en disant que les gens qu'on arrêtait à la sortie des métros, c'était juste n'importe quoi. On m'a traité de gaucho. On me traitait de gaucho alors que j'avais mis des violeurs au trou, des tueurs au trou, des types infâmes qu'ils auraient jamais osé approcher même. Et parce que je disais que les gens qu'on arrêtait à la sortie des métros, ça ressemblait juste un peu à des rafles, on a voulu me couper bref. La voix. On a voulu me couper la voix. Les ailes. On a voulu me couper les ailes. Voilà, on a voulu me couper les ailes. Voilà, mais voilà, faut pas sous-estimer le poids d'une politique qui ne fait pas de cadeaux. Tu crois qu'un Sarkozy faisait des cadeaux? Oui, non, mais là, on est plus d'accord. Et Macron, il écrase tout ce qui passe. C'est donc le petit bonhomme... comment trouver une solution collective? Pas collectif. Le collectif, dans une société individualiste. C'est sur une question philosophique beaucoup plus large. En tout cas, merci beaucoup, Jimmy, Jean-Pierre, d'avoir débattu sur ce malaise dans la police et dans la société, beaucoup plus large. Jean-Pierre, on te retrouve sur les planches. Mais j'essaye, oui. Non, tu n'es pas policier, tu es comédien. Et j'écris aussi, et souvent des pièces j'essaie de jouer des pièces... on va dire, un peu orienté avec du cynisme et de l'humour. Et en ce moment, nous jouons Le Neveu de Rameau de Diderot dans une petite salle parisienne. C'est pas un théâtre, on joue de façon très intimiste aux 3 rue Ponceau. Donc ceux qui veulent assister à notre représentation, c'est Le Neveu de Rameau de Diderot. Alors excusez-moi, là encore, on est dans la philosophie. Et dans la philosophie qui n'est pas neutre. Qui est loin d'être neutre et qui dénonce d'ailleurs bien des aspects de ce qui vous déplaît, très cher Jimmy. Donc comment faire pour y assister? Nous contacter en privé si c'est possible. Alors, tu me donneras le mail. Par le mail. Par mail. Très bien. On va passer par ça. Et les mobilisations syndicales Et puis nous, je travaille évidemment, on continue à faire le travail. On espère on essaie de créer, de construire la convergence des luttes. Pour moi, c'est pas une utopie. Je pense vraiment que nous devons nous réveiller. Les travailleurs de ce pays doivent se réveiller. Je pense que c'est important. Il faut s'organiser. Les syndicats ne sont pas tous pourris. Il y a encore des syndicats de conviction. Heureusement. Je pense qu'il y a certains leviers qui sont encore à votre disposition. Je dis bien encore, parce que c'est pas impossible que certains leviers de fonctionnement, notamment les syndicats, soient remis en cause. Il faut s'organiser. Il faut collectivement s'organiser. Et je pense que c'est important parce que le monde du travail doit se défendre. Merci beaucoup. On va s'organiser collectivement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce, un cœur, vous la partagez et vous vous abonnez bien sûr au Monde Moderne. C'était le Modern Talk et on parlait bien sûr du malaise dans la police. À bientôt pour de prochaines émissions.